vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver en ce lundi. Ça caille, Philippe David. Ah oui, moins 10 là dans le Massif Central, ça fait frisquer. Ça resserre c'est très bon pour la cellulite, je suis très contente, ça va me faire du bien. Mais vous en avez pas. Oh, j'en suis, malheureusement, comme tout le monde. J'ai envie de vous dire, mais je vous les donner Noël prochain, je vous les donnerai, parce que je n'en peux plus. Allez les amis, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, Gérald Darmanin qui veut frapper fort contre le trafic de drogue. Le garde des Sceaux entend vider une prison pour y loger 100 des plus gros narcotrafiquants sous haute sécurité dès l'été prochain. Alors parlons vrai, est-ce que cette mesure vous semble réaliste avec les conditions de détention actuelles en France? Et à cette question, peut-on réellement sécuriser une prison réservée aux 100 plus gros narcotrafiquants? Vous dites oui à 57%, vous voulez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. Est-ce que vous pouvez éternuer, sauf pas dans le studio? Pardonnez-moi. Wilfried Fong sera avec nous dans quelques instants, secrétaire général du syndicat pénitentiaire. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. François Bayrou recevait les syndicats agricoles aujourd'hui. Rencontre à fort enjeu. Après un an de colère et à la veille de la déclaration de politique générale, les exploitants voudraient voir la couleur des mesures annoncées. Alors parlons vrai, Bayrou étant fils d'agriculteur, est-il l'homme de la situation? Et à cette question, rencontre Bayrou syndicat agricole, y a-t-il une sortie de crise possible avec les agriculteurs? Vous dites non à 82%, vous êtes agriculteur. Venez réagir au 0826 300 300. Et notre invité Patrick Bénézy, vice-président de la FNSEA, sera avec nous. On souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger, magistrat, fondateur et président de l'Institut de la Parole. Oh, j'aime bien. Bonsoir. Quelle présentation, Non, ma j'aime chère bien. Cécile. Tout ça, voilà. Bonsoir. En toute simplicité. je veux dire. Tout va bien. Françoise Degois, Coucou. peut-être un jour ministre, on ne sait jamais, en attendant peut-être propulsée par les vraies voix. Je ne souhaite pas ça à mon pays. J'aime trop mon pays pour lui souhaiter ça. Pour une fois que vous faites preuve d'empathie. Je fais preuve d'empathie surtout. Et non, s'il vous plaît, ne parlez pas de Lucie Castel. Merci de ne pas me comparer quand même, faut pas exagérer. Merci. Merci. Voilà, donc en phase de mortissure, là, je suis en train de mourir d'un rhume mal soigné, mais enfin tout le monde s'en fout. Ça va. Tant que vous ne nous envoyez pas vos miasmes. Bérangère Dubuis est avec nous, chef d'entreprise et dirigeante de l'IUC, le syndicat des courtiers en crédit. Ça fait sérieux quand même. Hein. Ça fait sérieux. Ça fait sérieux. Bonsoir, je suis une dirigeante syndicale. Faites attention. Je suis une syndicaliste. Ah, j'adore. Mais de droite ou... Je suis chef d'entreprise. Je suis syndicaliste de droite. Eh ben oui. C'est pas grave. Et la deuxième syndicaliste que j'apprécie avec notre ami qui vient. Bien sûr, Joseph Touvenel. Écoutez, nous avons reçu une petite chanson. Écoutez. Ah, j'adore. Dans le bruit et des discussions animées, Cécile et Philippe font trembler. Des rires, des cris, partage sous les phares de nos visages. Micro en main, opinion vole, écho de gueule et des paroles. Marc et Nicolas s'imposent, le cœur des débats explose. C'est les vraies voix qu'on écoute, un sourire, une dispute, des idées qui se bousculent. Dans nos têtes, tout bascule. C'est vachement bien. L'émission souffle des tempêtes sur le sujet sans vendette de l'argument. Voilà. Qu'est-ce que c'est Et bien. qui a fait la musique? Mais, Et puis les chansons, alors, on va vous dire la vérité, parce que voilà. C'est moi. C'est pas. Voilà, c'est. On dit ou pas? On le dit. C'est Quentin. C'est Quentin Cabanis. C'est Quentin Cabanis qui a Ils vont fait ça. retrouver tous les week-ends pour le rugby. Bravo Quentin. Bravo Quentin. Il a fait musique et paroles. Il a fait. Et les Bravo, chants. mieux que ça. Il a tout fait. Non, pas les chants. Il s'est fait aider. Et les chants qui? Il s'est fait aider. On ne peut pas vous dire nos sources. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Bravo. On va le dire. Il s'est fait aider de l'intelligence artificielle. Oui, j'allais le dire oui, en c'est fait. Ça sent l'IA, mais c'est Incroyable. Lui, sublime. il avait l'intelligence et il a demandé l'artificiel. Sachant. C'est formidable. Il a fait une chorégraphie quand même. Il a fait une chorégraphie qu'il faudrait qu'il nous montre après. Absolument, Bravo, absolument. Quentin. Et je tiens juste à dire que ça ne remplacera jamais ni des musiciens, des vrais musiciens, clair. ni des chanteurs, parce qu'on sent des quand même que c'est un compositeurs. peu,
un peu nulos. D'un seul coup, tu sais, on dirait Louis de Funès dans les Grandes Vadrouilles. Ça commence, c'était bien, c'était très bien. C'était de la Et merde. là, désolé, les amis, vous étiez très mauvais. Ça commence, bravo Quentin, ça finit, waouh, c'est de la zoub. Bravo. Non, mais pas du tout, mais c'est rigolo. Si, bien sûr. Et il en a fait une sur le qui c'est qui l'a dit, mais on fera plus tard. Allez, Jean-Pierre de La Ciotat qui est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Cécile, bonsoir toute l'équipe. On est ravis de vous accueillir. Pour vous, votre coup de gueule, c'est l'Algérie et la crise diplomatique. Oh oui, je pense que réellement il faudrait que l'État français tape très très fort du poing sur la table, c'est-à-dire un langage que l'État algérien peut comprendre. Il faut absolument faire un état des lieux total, couper tous les virements à destination de l'Algérie, que toutes les prestations sociales, retraites qui sont directement versées à des retraités de 105 ans soient arrêtées, arrêter tous les visas, enfin prendre toutes les mesures pour se faire respecter. Ouais, durcir le ton. Chez eux, mais aussi par les Algériens qui sont sur le sol français. Philippe Bilger. Il a totalement raison et bien sûr, je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui les hommes et les femmes politiques emboîtent le pas, à part Marine Tondelier hier, en disant l'accord de 1968, 2007, ainsi de suite. Tout le monde veut qu'on rompe les liens. Et Françoise? Moi, je pense que non. À part Tondelier, je trouve que Darmanin est plus malin. Il dit justement qu'il ne faut pas toucher à l'accord de 68, que c'est pas le problème. Je pense qu'on n'a pas mesuré la réalité du président Tebboune, qui est à vif sur la question du Sahara. Vous savez que une partie de sa famille est morte dans la guerre des sables. Donc, il me semble que c'est très bien. On est monté à l'échelle des perroquets. Maintenant, il faut un peu redescendre et laisser faire vraiment la diplomatie. Je pense que c'est maintenant un niveau, et j'en parlais avec Bruno Retailleau en off ce matin, c'est maintenant un niveau de président à président, en fait, pour régler le truc. C'est ce qu'il veut. Ouais. Vous parlez de diplomatie, Françoise, et j'ai écouté un de nos diplomates qui, lui, était en Algérie et qui dit que les diplomates n'ont pas le droit de se circuler librement en Algérie, qu'ils sont surveillés, etc. Et il disait qu'au moins, il aimerait que la France ne soit dans le même niveau, finalement, que ce qui se passe en Algérie. Je ne sais pas si c'est une solution, mais effectivement, je trouve que pour l'instant, on est quand même très silencieux, avec d'énormes attaques en permanence, nos magistrats qui ne sont pas respectés, personne n'est respecté dans cette histoire et tout le monde en a marre. Après, le problème, c'est qu'on a des moyens de faire de la rétention sur les Algériens, mais eux aussi, elle a une position stratégique, si les Russes installent des bases militaires, donc tout ça doit revenir à la diplomatie, mais c'est pour ça que vous avez raison, pas le diplomate lambda. Ouais. Moi, à mon avis, c'est de président à président. Un sage. Non, de Macron à Taboun. Intervenir Non, on n'a pas le 10 secondes. 10 secondes, je pense que le chef de l'État, dans mes vieux souvenirs de droit, a la possibilité de révoquer unilatéralement des accords. Donc il faudrait qu'il révoque unilatéralement et sans condition plus que ça, en disant c'est terminé, on arrête ça. Alors la diplomatie n'est pas de tailler tout de suite, c'est de discuter. Jean-Pierre, vous restez avec nous parce que vous êtes notre vraie voix et ça on est très content. Dans un instant, le réquisitoire du procureur quand il aura fini son texto. Ah non, mais je réponds, vous comprenez. Allez-y. Non, mais vous avez François Bayrou. François Bayrou, comme ça c'est clair. Elle est délicieuse pour un lundi. Imaginez ce que vous voulez après ça. Allez, soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et autour de cette table, vous l'attendiez tous avec impatience en disant est-ce qu'il va revenir de son week-end, Philippe Bilger? Eh ben oui, il est revenu, il est là, il est là. Et pourtant, oui, mais et pourtant, un excellent week-end. Et pourtant, j'aurais pu pas revenir, mais finalement, j'ai dit oui. Non, au contraire. Françoise de Gaulle est avec nous. Le lundi est supportable puisqu'il y a les vraies voix. Ouais, c'est vrai. Bérangère Dubu qui est avec nous. On dit pas le S, hein? Toujours pas. Non, d'accord, on est d'accord. Non, vous auriez plus dans le bus. Ça n'a pas changé. Non, parce que parfois, moi, je me dis de minibus, je me dis c'est pas mal. Du bus. Donc, non, de minibus, non. De minibus. Non, c'est bien de minibus. Ça, c'est pas du bus, ça avait un de minibus, ça va bien aussi, c'est bien. Ouais, Paris, non, c'est pas grave. Dans un instant, les trois mots avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile de Ménibus. Et de quoi parle-t-on? On va parler de la suspension de la réforme des retraites pour ne pas censurer le gouvernement Bayrou. C'est la condition des socialistes à la veille de la déclaration de politique générale. Du nouveau ministre des Transports, Philippe Tabarot, visé par une enquête des soupçons de détournement de fonds pour des postes occupés il y a quelques années dans la mairie dirigée par sa sœur. Et puis ça va bouger dans les télécommandes et dans le poste de télé. Beaucoup de chaînes vont un peu jouer au jeu des chaises musicales. Les numéros vont changer. On vous dit tout dans un instant en 3 mots. Suspension, détournement et télécommande. Et tout de suite, El Professeur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur la déclaration de François Bayrou demain devant les députés que vous voulez requérir monsieur le procureur. Oui, ce qui m'intéresse bien sûr, ça n'est pas le fond que va développer François Bayrou pour deux raisons. D'abord parce que je ne le connais pas, ça me semble une raison assez valable. Et deuxième raison, c'est parce que il va avoir à faire un exercice d'équilibre politique et de partage dont on ne connaît pas encore les pourcentages, ce qu'il concédera à la droite et ce qu'il donnera peut-être plus largement à la gauche socialiste. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir si la méthode de travail qu'il avait il y a des années a été la même. Et je crois que oui. Il travaille seul, il prépare seul, il écrit lui-même. Évidemment, il reçoit beaucoup de notes et son habitude, c'était d'écrire pendant 24 heures son texte, de le laisser reposer et puis après de le reprendre et d'intégrer des données. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas l'écouter en direct demain, mais ça m'intéresse beaucoup pour une autre raison, et je termine, c'est le fait que pour la première fois, me semble-t-il, on pourra examiner ce que vaut véritablement François Bayrou dans l'annonce d'actions obligatoires. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été évident. Françoise Levoix. Oui, alors en plus, on sait que c'est un lettré, François Bayrou. Je suis d'accord sur la méthode. Il est comme beaucoup de politiques, d'ailleurs, vous savez, qui fonctionnent comme ça. François Hollande, qui écrit lui-même ses discours. Je connais un certain nombre de leaders qui sont vraiment des gens qui écrivent eux-mêmes et qui laissent reposer, mariner, etc. On va voir sa qualité sur la forme et puis on va voir sa qualité sur le fond. La seule chose que je constate, la plus positive concernant François Bayrou, c'est qu'il est allé à l'inverse de Michel Barnier. Il a ouvert des négociations. Rappelez-vous qu'il était impossible pour la gauche de négocier avec quoi que ce soit avec Michel Barnier. Pourtant, elle a essayé. Là, il a ouvert avec Lombard, avec Éric Lombard, le patron de Bercy. On verra ce que ça donne. Je ne sais pas, je ne suis pas grand clair pour voir comment ça va atterrir. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est gagné ou pas. En tout cas, déjà dans la méthode, il s'est montré beaucoup plus roué, beaucoup plus matois et beaucoup plus malin en réalité que Michel Barnier. Bérangère Dubu. Moi, un père de famille nombreuse qui a 6 enfants, qui est paysan, qui est de province, forcément, ça me parle. Donc j'aurais tendance à appuyer cette image de Bayrou. Ma génération, c'était Bayrou contre Sarkozy à l'époque. Il parlait quand même à ma génération jeune, quand j'ai voté à 20 ans, etc. Après, effectivement, est-ce qu'il s'est pas perdu? Nous, Bayrou était un modèle d'égalité républicaine, qu'on était coincé à l'époque entre Sarkozy, une certaine outrance et Hollande. Voilà, il a été ce mélange-là. Après, est-ce qu'il s'est pas perdu en voulant faire le consensus, c'est le fameux en même temps. Est-ce que demain il y arrivera? Est-ce qu'on met un ministre de l'économie de gauche et on met un ministre de l'intérieur de droite? Toutes ces questions-là, je ne sais pas ce que ça donnera. J'ai envie d'y croire. On a besoin d'y croire. Je crois d'un peu de confiance. On a besoin d'atterrir, en fait. On a besoin a tous besoin d'atterrir. On verra, mais soyons confiants. Ouais. On croise les doigts. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu. Merci Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont suspension, détournement et télécommande. Suspension de la réforme des retraites, le mot magique que veulent entendre les socialistes demain si François Bayrou ne veut pas se faire censurer sur le budget après sa déclaration de politique générale. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, visé par une enquête pour détournement de fonds publics en cause des fonctions qu'il a occupées au Canet dans les Alpes-Maritimes, ville longtemps dirigée par sa sœur. Et puis du chambardement sur les télécommandes, l'Arcom refait les numérotations télé, la chaîne parlementaire à la place de C8, un autre style. France 4 prend la 4e place historique de Canal+, et des chaînes info regroupées de 13 à 16. Les vraies voix Sud Radio. Adoptée au forceps en 2023, entrée en vigueur en 2024, la réforme des retraites va-t-elle être suspendue en 2025? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Beaucoup de points d'interrogation à la veille de la déclaration de politique générale de François Bayrou. Suspension de la réforme des retraites, les socialistes posent cette condition pour ne pas censurer le gouvernement dans l'épreuve du budget, sauf que, ça ne serait pas forcément du goût des membres LR du gouvernement. Alors, que va dire François Bayrou? À la veille du discours du Premier ministre, le suspense est total pour les syndicats, nous racontait ce matin Cyril Chabagnier, président de la CFTC. Je ne suis même pas certain que la décision, alors que le discours de politique générale est demain, soit prise. J'ai senti qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Alors parfois on parle d'arrêt, de suspension, de pause, en nous disant qu'une pause c'est pas une suspension, qui n'est pas un arrêt. Enfin moi j'ai du mal à voir les différences qu'il y a entre tous ces termes. Je ne sais pas ce qui va être dit demain sur cette réforme. Alors oui, on sait que cette réforme des retraites va être remise sur la table, qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir
pour une durée de 3 à 6 mois. Le Premier ministre nous dit que tous les sujets sont sur la table, y compris l'âge, départ à 64 ans qui est donc ouvert. Et ça, c'est un signe pour nous, évidemment, important. Le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger. C'est évident. J'aurais tendance à penser que ces liens, ces relations n'auraient pas de sens si elles n'aboutissaient pas à tout de même une décision de suspension. Mais comme disait Françoise tout à l'heure, on y connaît. Enfin, on ne sait pas ce qui va se décider. J'espère que sur ce plan-là, il y aura une accalmie. Françoise, un trou de souris peut-être. Trou de souris, oui, pause évidemment, et puis il faut écouter ce que disent les socialistes, c'est le groupe clé, s'il n'y a pas ça, ce sera la censure. Donc je ne peux pas imaginer que François Bayrou ait fait tout ça pour qu'on atterrisse sur un truc surtout illisible en réalité pour le grand public. Je n'imagine pas ça une minute, mais le pire n'est jamais sûr, les amis, jamais. À la veille du discours de politique générale de François Bayrou, donc le Premier ministre recevait ce matin les syndicats d'agriculteurs. Oui, eux attendent des actes concrets un an après leur mouvement de colère à 18h40 d'ailleurs sur Sud Radio. Dans le coup de projecteur des vraies voix, on sera avec l'un des représentants de la FNSEA qui a rencontré le Premier ministre tout à l'heure. Il réclame donc l'application des promesses faites par Gabriel Attal il y a un an. Et eux vont aussi scruter le discours de politique générale de demain. Grosse pression décidément sur le locataire de Matignon. Deuxième mot, détournement, avec une enquête ouverte contre le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Enquête ouverte par le parquet national financier sur un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle porte sur des fonctions occupées entre 2018 et 2020 au Canet, dans les Alpes-Maritimes, une ville dont sa sœur avait longtemps été maire et où Philippe Tabarot donc a occupé des postes à la communication et au tourisme, fonction à 6 900 € par mois. Le parquet national financier cherche donc à établir si ça constitue ou pas un détournement de fonds publics et une prise illégale d'intérêt. Je n'ai rien à me reprocher, s'est défendu en tout cas tout à l'heure le ministre des Transports en marge d'un déplacement. J'ai travaillé, dit-il, de manière effective et avec des rémunérations qui sont encadrées dans la plus grande transparence. Des documents, dit-il d'ailleurs, prouvent la réalité de son travail au Canet. Bérangère Dubu, ça met encore une ombre sur le gouvernement. Un caillou dans la chaussure. Oui, et à la fois je comprends mieux le psychodrame de hier de Twitter, où il y a Michel Tabarot, membre des Républicains, qui d'un coup a commencé à taper sur David Lisnard pour dire il n'est pas dans les Républicains, il fait du mal à notre pays. Je me disais, mais pourquoi Michel d'un coup s'agace? Michel s'agace parce que son frère a été mis en examen, son frère battu par David Lisnard aux dernières élections 2014, enquête ouverte. Donc je crois qu'on comprend un petit peu ce qui se passe dans les Républicains. Cette espèce de colère, de truc interne, c'est en train de régler des comptes. C'est quand même très dommage. Ça fait longtemps qu'ils s'entendent pas. Ça fait longtemps, dommage, mais hier c'est ressorti hier. Je veux juste te dire, j'entends les arguments énoncés par Félix, pardonnez-moi, 6 900 € par rapport aux missions qu'il a, c'est pas énorme, vous allez voir, à mon avis, on va être dans le pchit total. Attention de pas repartir. Mais comment ça se fait que quand on nomme un ministre, comme disait tout à l'heure Cécile, il n'y ait pas des enquêtes qui soient faites pour mais l'année, elle a été faite, je pense qu'il est passé au crash-tête, et je pense en plus de ça que ça correspond absolument à des missions réelles. Je ne veux pas défendre les Républicains, c'est pas ma cam, mais on y va. Le troisième mot, télécommande. L'Arcom vient d'annoncer les futures numérotations. La 1, la 2, c'est bien. La 3, c'est bien. La 4, la 5, la 6. À mon poste, comme disait l'autre. Eh ben si, justement, l'Arcom y a touché. L'Arcom annonce les nouvelles numérotations dans le poste après la fin annoncée de C8. C'est la très sérieuse chaîne parlementaire qui va remonter sur son canal numéro 8. Un changement de style au numéro 8. Autre modification, le regroupement des chaînes d'infos sur les canaux 13 à 16. BFM TV sur la 13, CNews sur la 14. LCI remonte au numéro 15, qui était jusqu'alors occupé par BFM. France Info arrive au numéro 16, qui était jusqu'ici occupé par CNews. Ça ressemble un peu à des chaises musicales. Très bonne opération pour les chaînes. Pour LCI, c'est génial. C'est génial pour LCI et c'est génial pour France Info aussi. Alors il y a France 4 qui va désormais occuper le 4e canal, qui était historiquement celui de Canal+. Le régulateur annonce aussi le numéro notamment de la future chaîne développée par le groupe Ouest France, OFTV, qui verra le jour donc au numéro 19. Oui, bon voilà. Non mais c'est très logique et je me souviens d'LCI qui se plaignait énormément d'être au canal 26. Ils étaient désavantagés. Ils étaient totalement désavantagés. Donc là maintenant on est sur un bouquet, c'est intéressant je trouve, c'est bien, c'est juste.
C'est juste. Concentré, c'est impeccable. Concentré, on va chercher de l'info, c'est concentré, c'est bien. Moi, je suis toujours très fâchée de l'arrêt de C8. Je vous le dis toujours. Je sais très bien. Oui, et des 1000 emplois induits. Je suis de votre avis. Voilà, je trouve ça toujours dommage. Mais en tout cas, le fait que nous soyons deux ne permet pas de l'emporter. C'est une erreur, Philippe Bilger. On devrait être rien que nous deux, déjà, on devrait peser, je trouve. Et on est même 3, pareil. Alors, pour vous dire, non, mais moi aussi, je suis révolté par ça, sur le principe. Je n'aime pas C8 et j'aime pas Hanouna, mais le principe est. Donc voilà, je ne suis pas d'accord. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Gérald Darmanin va isoler les 100 plus grands narcotrafiquants du pays dans une prison haute sécurité. On va en parler avec nos invités. Alors, parlons vrai. Est-ce que cette mesure vous semble réaliste avec les conditions de détention actuelles en France? Et à cette question, peut-on réellement sécuriser une prison réservée aux 100 plus gros narcotrafiquants? Vous dites oui à 57%. Vous voulez réagir? Vous êtes gardien de prison ou vous avez été gardien de prison? Venez témoigner au 0826 300 300. Et notre invité est avec nous, Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que finalement les 100 plus gros narcotrafiquants sont plus puissants que l'État? Bonne question, on verra sur le long terme. Alors après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de rapports, notamment le dernier rapport sénatorial sur la question du narcotrafic. Nous, on commence aujourd'hui à ou prendre la mesure de ces individus au sein des détentions. On sait de quoi ils sont capables. On en parlera dans un instant. Ne bougez pas. La suite dans un instant. 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Les vrais voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours. Et là, on est là jusqu'à vendredi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle avec Philippe David. Quel bonheur. Je suis tellement ému que j'ai du mal à dire votre nom. C'est fou. Hein. C'est fou. Je pleure. Non, ne pleurez pas, mon petit chat. Restez avec nous. Ce numéro 0826 300 300, on vous incite à l'utiliser à bon escient, bien entendu, jusqu'à 19h. Quand je dis bon escient, c'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est ça que je veux dire quand même. Hein. C'est pas qu'on va vous brider, vous inquiétez pas. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison. Écoutez, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication. D'abord, il va falloir les choisir. Je ne sais pas lesquels on va choisir. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants, ils sont sous nos yeux. Donc nous allons prendre d'abord une prison française. On va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. À partir du moment où vous les mettez dans une même prison, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a un bain de sang dans la prison. La deuxième solution, ils profitent de cette promiscuité, du fait d'être tous ensemble pour former peut-être le plus grand cartel de demain. Gérald Darmanin veut frapper fort donc contre le trafic de drogue. Il entend vider les prisons pour isoler les 100 plus gros narcotrafiquants. Les gardes des Sceaux entendent mettre en place une prison haute sécurité dès l'été prochain. Alors parlons vrai, est-ce une mesure faisable à aussi court terme quand on connaît les délais de construction d'une prison? Et à cette question, peut-on réellement sécuriser une prison réservée aux 100 plus gros narcotrafiquants? Vous dites oui à 56%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Wilfried Fonck, est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. Contrairement à certaines des interventions qu'on vient d'entendre, je vais être résolument optimiste. D'abord parce que remarquablement questionné hier soir par Darius Rochebain, le garde des Sceaux a continué dans cette veine que j'aime beaucoup par rapport aux prédécesseurs d'un pragmatisme intelligent. Et sur le problème qui intéresse légitimement Sud Radio, je crois que c'est tout à fait faisable. Il a expliqué comment il va faire. Il va dégager une prison. Il a le choix entre deux. Il n'a pas encore résolu laquelle il choisira. Il fera en sorte qu'elle ressemble à ces quartiers qui ont permis, en prison du moins, de rendre le terrorisme inoffensif. Ça sera prêt pour le mois de juin.
je n'ai aucune raison de douter de la faisabilité, en plus d'une excellente idée. Françoise Degois. Moi, je suis d'accord. Hein, je ne suis pas une adepte de Gérald Darmanin, mais je ne suis pas une spécialiste non plus des prisons et du narcotrafic. Mais il me semble quand même que je manie le concept de bon sens avec beaucoup, comment dirais-je, de précaution. Il me semble que, en tout cas sur le papier, ça m'a l'air, à condition bien sûr que les personnels, mais ça on le verra avec Wilfried, à condition que les personnels soient formés, soient équipés de la manière suffisante, il me semble assez judicieux de regrouper tout le monde dans un même, mettre tous les œufs dans le même panier. Moi, pour mieux les surveiller, empêcher évidemment qu'ils se connectent entre eux pour former un grand cartel. Moi, je pense que c'est plutôt bien, mais avec ma limite. Hein. On parle des 100 plus gros narcotrafiquants, c'est bien. Moi, je me dis juste qu'il manque entre 4 et 10 000 places de prison, vous le direz. Mais le problème, on en revient à l'immobilier, qui est mon cœur de métier, c'est que personne n'en veut sur son territoire, c'est qu'on n'arrive pas à bâtir, c'est la ZAN, donc il va manquer des places. Et le second, c'est la mère de famille qui vous parle. Nos enfants, aujourd'hui, moi j'ai un ami policier qui a un mois a constaté la mort d'un gamin de 2005 à la kétamine. J'ai lu le livre d'une journaliste politique qui a écrit Les battements cœur du colibri, où des gamins, nos gamins, aujourd'hui meurent malgré tout de kétamine, ils meurent d'ecstasy dans les soirées, et qu'il n'y a rien. Tous les parents que je connais, allez voir quelqu'un pour dire mon fils prend du cannabis, de la kétamine, il ne se passe rien. Donc en fait, il y a des grands narcotrafiquants parce qu'il y a des petits consommateurs, et s'il n'y a pas une politique générale de la drogue, on a quand même un député, Andy Karba, qui a cramé 20 000 € d'argent public pour acheter de la kétamine à des mineurs pour aller à des soirées chemsex. Il est encore député. Parce qu'il est addicté. Donc en réalité, totalement. il y a ça, on ne peut pas faire ça et tolérer ça, et derrière parler que des gros. Il y a une politique générale de la drogue, oui, il faut s'en saisir, mais si Gérald Darmanin veut faire maintenant comme Bukele, le président du Salvador, avec des grandes prisons très dures, pourquoi pas? Ça a marché là-bas, que ça marche chez nous. Hein. Allez, Wilfried Fonck, après la fougue de Bérangère Dubu, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, lorsque vous entendez ça, alors on imagine forcément presque une garnison autour de ça. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que aujourd'hui les agences sont formées pour ça? Alors, il faut reprendre un peu les choses dans l'ordre. On a vu sur Marseille que les narcotrafiquants étaient capables d'aller aujourd'hui menacer des personnels. Ouais. Là, c'est des choses qui sont sorties en fait dans les médias. On a eu la directrice. Hein, la directrice complète. Voilà, effectivement. On a eu récemment sur une prison parisienne un personnel qui aussi a eu la visite de délinquants chez lui, où il a été menacé, lui et sa femme, pour qu'ils soient un peu plus, on va dire, compatissants concernant le traitement d'un détenu qui était à l'isolement. Donc on a pris conscience tous de cette capacité de nuisance de ces trafiquants. Alors aujourd'hui, les 100 plus dangereux, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas se limiter uniquement à ça. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a validé quelque part notre revendication historique de 1992, qui est de créer des établissements spécialisés pour une prise en charge adaptée des détenus en fonction du profil qu'ils ont, avec derrière que ce soit de la sécurité si c'est nécessaire ou de la réinsertion quand on peut, et de mettre le paquet sur l'un ou sur l'autre. Derrière, il faut aller au-delà des narcotrafiquants. Mais la question que, permettez, on imagine qu'on va transformer une centrale, c'est-à-dire théoriquement les prisons les plus sécurisées, où il y a les délinquants les plus dangereux. Mais le problème dans les centrales, j'ai travaillé en carcéral à l'époque, les détenus avaient la clé de leur cellule. Si là, c'est pour qu'ils puissent faire des réunions dans la cour de la prison, ça va peut-être pas servir à grand-chose. Ou alors, il faut faire carrément une nouvelle prison, mais type à l'américaine, type à DX-Florence, où ils ne se parlent pas. Oui. Parce que sinon, c'est complètement fou. Alors, de toute façon, on sait que pour construire une prison, d'ici au mois de juin, c'est impossible. Donc, effectivement, l'idée de prendre une structure qui existe... quelque part, elle s'impose à elle-même. D'un autre côté, on a aujourd'hui 2 maisons centrales, qui sont celle de Condé et celle de Vendin-le-Vieil, et qui, quelque part, pourraient correspondre en termes de profil d'établissement pour accueillir et mettre en œuvre ce type de mesures. Derrière, ça va nécessiter fatalement quelques petits réajustements, mais en termes de sécurité, aujourd'hui, elle dispose déjà d'équipements qui sont quand même plutôt bien fournis. D'un autre côté, après, c'est comment on gère la population pénale qu'on va y mettre, et notamment ces fameux 100 narcotrafiquants réputés les plus dangereux. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue sur un régime de détention ordinaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier d'activités comme les autres, de promenades, etc., ou est-ce qu'à un moment donné, et là, il va falloir légiférer d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on part sur un régime de détention dérogatoire à ce que préconise le code de procédure pénale ou le code pénitentiaire aujourd'hui? C'est-à-dire dérogatoire, c'est-à-dire on les met au secret, ils ne se parlent pas.
comment ça fonctionne. Après, parce que là, attention à l'état de droit aussi. C'est ça, c'est au législateur aujourd'hui de définir les choses, mais il est évident qu'on ne pourra pas avoir, j'ai envie de vous dire, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que soit aujourd'hui on reste arc-bouté sur des principes généraux, type des conditions dignes et humaines de détention, mais on est condamné régulièrement pour ça, vous savez condamné un peu plus, un peu moins, j'ai envie de dire, maintenant on a un peu l'habitude. Oui, mais enfin, c'est pas bien non plus. Mais d'un autre côté, est-ce que on fait pas aussi preuve de pragmatisme, parce qu'aujourd'hui il en faut, et le principe qu'il va falloir établir, c'est la sécurité des établissements, la sécurité des personnels, et derrière fatalement la sécurité publique. Ouais. Philippe Bilger. Mais au fait, j'ai l'impression, à écouter le garde des Sceaux, ce qu'il veut, c'est radicalement, si c'est possible, calquer le régime qu'il prévoit pour les narcotrafiquants sur le régime du terrorisme, qui a permis d'empêcher le fait que du terrorisme soit commandé, inspiré de l'intérieur des cellules. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Il a rappelé hier également que les grands narcotrafiquants ne se trouvent pas en France, mais ils peuvent tout de même inspirer les subordonnés qui se trouvent dans les cellules et qui font commettre le pire. Donc je n'ai aucune raison, à partir du moment où le personnel pénitentiaire valide profondément cette initiative, que ça ne puisse pas marcher. Oui, mais le problème, c'est que les grosses têtes sont identifiées et toutes les petites mains ne le sont pas, en fait. Est-ce que la force, elle n'est pas à l'extérieur de ces prisons? Là, la vraie question va se poser. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, si ça a fonctionné, quand les personnels vont rentrer chez eux, en partie pour le terrorisme, parce que faut pas oublier que les terroristes, au départ, ils étaient quand même disséminés sur l'ensemble du territoire et éclatés dans toutes les structures. En 2018, on a décidé de faire autrement et de les regrouper dans des quartiers dits de prévention de la radicalisation, mais tous n'y sont pas. Et on continue malgré tout à disséminer le reste sur l'ensemble de la France. On sait que ça marche pas. Les disséminer, ça marche pas. Nous, déjà en 2015, à l'UFAP, on demandait un établissement spécialisé pour y incarcérer tous les terroristes islamistes de France. Aujourd'hui, bon, voilà, le ministre a repris un peu cette idée-là. Mais il faut que ce soit bunkérisé. Oui, bunkérisé, mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est pragmatique ? Est-ce qu'on fait preuve du sens de bon sens, et jusqu'où on pousse les choses? Mais est-ce que c'est pas plus facile d'attaquer une prison en sachant que à l'intérieur il y a tous ceux qu'on a envie de voir sortir, plutôt que des têtes cachées dans des prisons, entre guillemets? Il est évident, quand on les rassemble au même endroit, effectivement, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple pour les faire sortir tous en même temps. Ouais. Mais c'est ils sont aussi concurrents aussi. Hein. Tu sais, on oublie quand même qu'ils ont des haines et des business quand même concurrents, que même malgré tout. Charge aussi derrière à l'État. Quand c'est pour le bien de la drogue, ils sont tous copains. Et puis ça, il n'y a pas seulement le fait de les mettre dans les mêmes cellules. Il y a tout un ensemble de modalités qui seront mises en œuvre. Bien sûr, anti-drone. Allez, bien sûr, notamment. Non, je veux juste réagir sur ce que vous disiez sur les conditions de détention, parce qu'effectivement, mettre 100 narcotrafiquants très dangereux qui peuvent communiquer entre eux dans des conditions de détention normales, ça ne fonctionnera pas. Et dès lors qu'on va mettre des conditions plus dures d'isolement de secret, on va avoir toutes les associations qui vont plaindre ces pauvres chouchouillous. Ces pauvres chouchouillous qui sont en train de tuer nos gamins, qui sèment la mort partout, qui gangrènent tout. Donc il va falloir qu'on se pose quand même des questions. C'est bien de vouloir les mettre ensemble. Est-ce qu'on va avoir enfin le courage de prendre les bonnes décisions, les conditions de détention, et pour sécuriser les gardiens? Allez, 0826 300 300, Jean-Pierre, vous vouliez réagir? Oui, je vais réagir tout simplement avec un mot qui est employé depuis quelque temps, à savoir qu'il faut faire la guerre aux narcotrafiquants. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens de faire la guerre? Voilà, donc moi je crois qu'une prison spécialisée avec des conditions extrêmement dures, mais très 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 dures, d'isolement total, c'est la base. Qu'il va falloir faire voter des lois, un peu comme on a fait pour Notre-Dame de Paris, hein, pour construire des prisons rapidement. Et il va falloir contourner tous les obstacles administratifs. Et puis franchement, la législation qui considère que chaque détenu doit être traité comme ci, comme ça, etc., va falloir un peu s'asseoir dessus concernant les narcotrafiquants. Alors là, ça fait beaucoup de demandes. Là, il y a l'état de droit quand même. Non, mais déjà, il faut sortir de la CEDH dans ces cas-là, Wilfried Fonck. Oui, on ne sortira pas de la CEDH. Donc on ne peut pas le faire alors. Mais on peut le faire. La Cour européenne des droits de l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être, qu'on le veuille ou non,
un travail d'équilibriste, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le juste milieu entre effectivement des niveaux de sécurité très élevés et en même temps l'application, on va dire, de régime de détention ordinaire, puisque pour le moment on y est toujours tant qu'on n'est pas rentré dans du dérogatoire. Et du courage politique. C'est bien ce que disait Philippe, en fait, les gens qui ne se parlent pas sont pas forcément à l'isolement. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens qui ne se parlent pas entre eux ne sont pas forcément à l'isolement comme on imagine à l'isolement dans les films américains, tout seul dans ta tanière. Donc on peut quand même avoir des... Ça devient, comment dirais-je... On peut imaginer qu'ils aient des cours, des rencontres, des parloirs, mais sans pouvoir communiquer, des cours presque en solitaire en réalité. Dans ces cas-là, les parloirs, faut pas qu'ils puissent amener des téléphones portables, de la drogue, etc. non plus. Mais bien sûr, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est de l'isolement. Attendez, vous parlez tous en même temps. Pardon. Dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est de l'isolement. Et l'isolement, c'est une procédure administrative bien spécifique. Je suis d'accord avec vous. Voilà, avec des obligations pour l'administration pénitentiaire de renouveler avec une périodicité particulière, de motiver en droit et en fait, et que ces motivations, notamment de fait, soient réactualisées à chaque renouvellement. C'est quoi les 100 plus gros narcotrafiquants, sur quelle base en fait? Je ne sais pas. Aujourd'hui, a priori, c'est un travail qui a été effectué, d'après ce qu'on peut entendre, conjointement par la police, la gendarmerie et le service national du renseignement pénitentiaire. Donc nous, on n'a pas eu communication de cette liste, bien évidemment, en tant que représentant des personnels. On attend de voir, voilà, ce que ça va donner en termes de profilage. Alors. Mais comment on fait c'est comme si aujourd'hui on nous demandait les 100 détenus les plus dangereux. Entre maintenant où vous faites l'annonce et entre le moment où ça va être mis en place, pour que tous ces gens n'aient pas la possibilité de parler à l'extérieur. C'est ça aussi le... c'est sûr qu'il va falloir un certain delta avant que ça se mette en place. Alors aujourd'hui, on a l'échéance de l'été, mais pour autant, est-ce que cette échéance de 5 ou 6 mois, est-ce que ça doit nous empêcher finalement d'envisager des choses ou de faire des choses? Soit on continue à se trouver des excuses et on fait rien, soit effectivement là, on a le sentiment qu'on a un garde des Sceaux qui a envie de faire bouger les lignes, et en ce cas-là, on appuie sur le champignon et puis on avance. Non, mais ce que j'aime, c'est que vous avez donné 2 indices, parce que depuis quand même ce matin, depuis hier soir, je me demande, mais c'est quoi les centrales, c'est lesquelles? On a tous envie de savoir. Vous avez donné 2 indices en réalité. Par déduction, est-ce que c'est Condé ou par déduction? C'est vous qui connaissez les établissements, c'est pas moi. Effectivement, c'est les 2 établissements qui nous viennent en tête. Parce Condé, c'est où est-ce que c'est? Condé, c'est dans l'Orne, du côté du Mans, là. D'accord. Et puis Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. S'appeler Condé pour un truc de flic, c'est bien, je trouve. C'est complètement dingue. C'est prédestiné, en fait. Donc effectivement, c'est 2. Par déduction. C'est 2 parce que ce sont les établissements les plus sécuritaires, les plus récents. Voilà. Donc effectivement, pour il y a 100 places là. Non, il y a suffisamment de places, oui. Mais alors après, on peut effectivement envisager d'autres structures. Nous, on avait aussi pensé au centre pénitentiaire de Moulins-Isère dans l'Allier, qui pourrait aussi correspondre quelque part un peu à ce qu'on veut y faire. Mais ça demanderait aussi budgétairement un gros effort, parce qu'il y a des travaux à y effectuer pour pouvoir sécuriser encore un peu plus. On va perdre des places de prison, parce que je suppose que ces 100 personnes qu'on va mettre comme ça, on va prendre plus de place que quand on met des gens normaux. Non, parce que sur l'effectif en fait de la structure qui est envisagée, donc soit l'un soit l'autre. Pour nous, grosso modo, on est sur une voilure identique. Donc on va pas perdre plus de place. Le vrai sujet va être: que va-t-on faire des détenus qu'on va retirer d'un établissement? Où va-t-on les affecter et sur quels critères? Wilfried Funk, dernière question. Est-ce que ça veut dire que sur des établissements comme ça, avec les 100 plus grands machins, est-ce que ça va, en matière de sécurité, pour les alentours, est-ce que ça va changer les choses aussi? Alors ça va sûrement changer les choses, oui, parce que la vie des citoyens autour. Forcément, le profil va faire que les gens qui vont venir rendre visite à ces gens-là, peu ou prou, pourront appartenir eux-mêmes au réseau dont il est lui-même le chef. Alors après, est-ce qu'il y a des choses, encore une fois, qui vont évoluer, notamment par ordonnance, parce que si le ministre veut prendre des décisions sans avoir à légiférer, il faudra qu'il passe par ordonnance, il n'aura pas le choix. Donc derrière, à voir effectivement les évolutions en termes de régime de détention. Merci beaucoup Wilfried Funk, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UNSA. On va vous garder pour le qui c'est qui l'a dit. On va voir si vous êtes bon sur les phrases. Ça vous ferme, ça va vous détendre un petit peu. Les prisons, déjà. Il est interdit de tricher, je vous le dis tout de suite. Celui qui triche part en prison directement.
directement avec notre ami Wilfried Fonck. Oui, mais Philippe Bilger, vous êtes mal. Ça va être sympa, Wilfried triche. Moi, je veux bien le déposer, mais je lui garantis pas une cellule individuelle. Wilfried, on a le nom des les 100 plus grands tricheurs au qui c'est qui l'a dit. Alors, il y a les 99, c'est Philippe Bilger. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. À ce moment fatidique du moment, il y a des vrais débats, mais là il y a aussi un vrai débat. J'entends ce que tu viens de dire, le moment fatidique du moment. Tu viens d'inventer un concept en Absolument. fait. J'adore. Le moment fatidique du moment. Le moment fatidique du moment, voilà. C'est grandiose. Est-ce que j'ai le droit aussi de dire n'importe quoi? Non, mais j'adore. Écoute, ça peut être un effet de style. Et c'est Proustien, c'est quasiment Allez, Proustien. écoutez. Qui l'a dit, oh là là, le plus grand jeu du monde est là. C'est énorme. Les idées s'affrontent, s'en relâche, sourire aux larmes, il se lâche. Des questions, des réponses en feu. Toujours une intelligence. Voilà. Quelle intelligence, c'est génial l'intelligence. Jean-Pierre, c'est à vous de balancer le jingle, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de le faire en chantant, mais c'est qui l'a dit? Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on a gardé avec nous, bien sûr, autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise de Goa, Bérangère Dubu. Et nous avons gardé Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA, pour savoir qui c'est qui va gagner. Allez, question, qui c'est qui l'a dit 3 points? Alors pour Wilfried, c'est l'auditeur qui répond en premier et après vous pouvez répondre. Et après vous faites ce que vous voulez. Il va gagner, 3 parce points. qu'il fait plus du syndicalisme. À l'époque, j'étais davantage attirée par le punk, le rock et les filles. Je m'intéressais d'abord au sein des femmes qu'au sein canonisé. Qui c'est qui l'a dit? Jean-Pierre. Oh, à la vache! Je l'ai lu. Aucune idée. C'est François? C'est le pape François? Non, c'est pas le pape. Non, c'est pas le pape. Non, c'est pas franchement, il est français. Hein. Non. Il est maire d'une grande ville. Bonne réponse. Mais c'est Lisnard qui nous a fait sa conversion catholique, qui nous a dit que le Christ l'inspirait, etc. Ouais, d'accord. Allez, on y va, on s'en fout. Oui. C'est qui l'a dit à 3 points? Jean-Luc Mélenchon est dans l'injure permanente et dans la provocation. Jean-Pierre. Jacobelli? Non. Ah non, pas le même bord. Olivier Faure. Non. Hollande? Non. Boris Vallaud. Non. Les barbecues? Non. Quoi? Roussel. Bonne réponse de Philippe Bilger. Fabien Roussel. Pour une fois que je suis rapide. Elle a dit la marque. Qui c'est qui l'a dit 3 points. Elon Musk nous marche dessus. Il nous voit comme des paillassons. Ah, je sais. Attendez, Jean-Pierre. Non, je sais. Oui. Jean-Pierre. Je crois que c'est temps de lire. Glucksmann. Glucksmann. C'est moi en premier. Non, c'est moi en premier. Non, il a dit arrêtez. J'ai l'impression que c'est moi. Non, arrêtez. En C'est moi. totale objectivité. Non, arrête. C'est moi en premier. Parce que Françoise a dit Raphaël Glucksmann. Non, j'ai dit Glucksmann. C'était non. forcément plus long. Non. Moi, j'ai dit. Putain, ce type, il est J'ai grave. mis 3 points à François. Merci beaucoup. Ça vous évitera de dormir en prison ce soir. Vous êtes un Non, mais truc. vous rendez compte, on a Wilfried, vous voyez le gars a été procureur quoi. Ce gars a été avocat général. Wilfried, Excusez-moi. Jean-Pierre, vous disiez quelque chose. Oui. Je ne croyais pas, mais c'est vrai qu'il triche. Mais non. Oui, mais voilà, merci. Jean-Pierre, je ne vous donne pas la parole pour dire des méchancetés sur Philippe Bilger. Hein, vous le dites tout de suite. Tu pensais que c'était moi, Jean-Pierre, voilà, bien sûr. Qui Point commun avec Françoise. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Je rêverais qu'on ait un Elon Musk français. Ouais. Jean-Pierre. Je suis nul aujourd'hui. Et c'était sur Sud Radio ce matin. C'est un médecin. Juvin. Bonne réponse de Philippe Bilger. Regardez, la classe absolue. Qui là mérite ses 3 points. Comme si de rien n'était. C'est drôle. Excusez-moi. Enfin, n'a pas Excusez-moi. me donner Pardon. le point. Est-ce qu'on a des nouvelles de Wilfried Fonck? Allô, oui. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est parti? Il est toujours toujours dans le Non, mais toujours dans le depuis ce studio. matin, moi je cavale de plateau en studio. Donc si Ouais, vous bah, voulez, c'est ça. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, Allez, ouais, c'est ça, ouais. qui c'est qui l'a dit 3 points? Il faut une régulation des réseaux sociaux dans l'Union européenne. Jean-Pierre. Oh. C'est une femme. Je dirais Tondelier encore. Non, c'est une présidente. Ursula von der Leyen. Non. Bah, c'est une présidente. Mais non, c'est Ah, une qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Pierre? Non. Non. Une présidente. Oui. Présidente de groupe, Marine Non, Le de Pen. région. Carole Delga. Non. Valérie Pécresse. Bonne réponse de Wilfried Fonck. Qu'est-ce qu'il a dit? Valérie Pécresse. Il est fort. Valérie Pécresse. Allez, la dernière. C'est à vous. Alors, qui c'est qui l'a dit 3 points? Nous pensons que financer les retraites et garantir le paiement des pensions est plus important que notre popularité.
Jean-Pierre, c'est un député. Ouais. Et qui a même été président de groupe parlementaire, mais qui ne l'est plus. Ouais. Ben, c'est... Non, c'est pas Olivier Faure. Sylvain Maillard. Non, bonne réponse, Oui, Sylvain c'est ça. Maillard. Alors, qui c'est qui l'a gagné? Elle peut gagner. 6, Ah. 3, et Jean-Pierre, tout fut perdu, fort l'honneur. Voilà. Et- Bravo Jean-Pierre. On peut pas... oui, mais le +3 à Françoise tout à l'heure. Oui. Non, t'as Je suis on en a tête. fait égalité. Non, mais Non, ne c'est cherche égalité. pas. Wilfried, Égalité, ça s'appelle. mettez-lui les menottes. Non, moi j'en peux Il plus. aime ça. Non, t'as pas 9, mais c'est dingue. Mais c'est dingue. François, T'as pas encore ce j'ai gagné tout à l'heure. Oui, mais non, t'as pas gagné. Et, non, mais c'est le Non, mais gars. si on additionne ce qu'il a fait toutes ces années, il a J'allais gagné, te dire. Françoise. Et par rapport à tout un Camon qui disait ça aussi. C'est ça, C'est-à-dire que moi j'ai dit absolument. Glucksmann, mais c'était Ramsès II qui disait ça. Mes amis, nous faisons un gros bisou à Jean-Pierre. Merci Bravo, Jean-Pierre d'avoir joué Jean-Pierre. avec nous de la Ciotat. On vous souhaite une très belle année, mon cher Jean-Pierre. Meilleurs vœux. Et on fait un gros bisou à Wilfried Fonck qui est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On vous souhaite une très belle année et bien entendu, vous revenez quand vous voulez. Allez, dans un instant, le journal, le bulletin météo avec Rémi André, le coup de gueule de Philippe of David. La liberté d'expression ne s'use que si on ne l'utilise pas. Et ben voilà, c'est beau, ce sera uniquement ça. Merci beaucoup et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, avec un Philippe Bilger qui dit en clair, on va se les cailler. Voilà. Une synthèse un peu rapide, mais bon. J'adore ce petit côté de Philippe Bilger qui est un peu Il se lâche, hein. un petit blouson noir. Un peu vulgaire. hein. Non, mais non, ça écoutez, va. non, mais- Françoise de Goire. Ça fait quand même des années que Mais je l'ai dit d'ailleurs. Et c'est une racaille. C'est une racaille. Oui. Non mais vous vous rendez compte quand même. Vous imaginez, la justice française pendant des années a hébergé dans son sein, a nourri ce serpent dans son sein de racaille. Ce serpent, allez-y. Mais non mais parce que c'est une allitération qui Oui. sont ces serpents qui sifflent Bien sur nos sûr. têtes. Ah bah voilà, bravo, bien bah sûr, voilà, évidemment. je l'attendais. Une Un allitération peu de honnête, littérature, en sublime, fait. un peu de littérature si tant est que Philippe S'il vous David plaît. sache que Il ça veut valait dire. mieux que vous disiez ce vers plutôt que moi, compte tenu de ma difficulté Non, mais à dire les S. Ah, vous n'y arrivez pas Vu sur les le S. nombre de conneries que vous dites, vous Les mieux que vous allitérations buviez S, le verre. vous avez quels sont ces serpents? Ah oui. On peut y aller ou pas? voyez. Oui, excuse-nous, on fait un Mesdames peu et de messieurs, littérature. Bérangère Dubut Vas-y, avec nous, Bérangère. Oui. chef Bonjour à d'entreprise, dirigeante de l'IUC, syndicat des courtiers en crédit. Et tout de suite, j'ai envie de vous dire 0826 300 300, vous nous laissez des messages, on prend le temps de les écouter. Oui, bonjour, c'est Sandrine Van Le Gers. Donc, je vous téléphone concernant la réforme des retraites. Ne croyez-vous pas qu'il serait judicieux de laisser partir les gens à la retraite, quel que soit leur âge, lorsqu'ils ont atteint leurs 42 ans de cotisation, avec le maximum de retraite qu'ils ont pu accumuler finalement. Alors, je vais parler de mon cas personnel. À 59 ans et 4 mois, j'aurai 72 trimestres de cotisation. Je vais partir avec 1 000 € de retraite si je pars à cet âge-là, alors que j'aurai 42 ans de cotisation, dont presque 30 dans la fonction publique hospitalière. Vous m'expliquez le truc? Voilà. Donc à un moment donné, un petit peu de justice sociale pour les travailleurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne année et j'espère qu'à un moment donné, nos sachants vont penser aux vrais travailleurs, à ceux qui se réveillent tous les matins pour aller bosser et qui tiennent notre pays debout. Sur ce, bonne journée et meilleurs vœux. Merci Sandrine de Florence dans le Gers. Vraie remarque. Je ne suis pas sûr que l'approbation de quelqu'un qui ne connaît pas très bien toutes ces problématiques satisfasse notre auditrice, mais il me semble qu'elle dit c'est une chose qui me paraît juste. Ça me semble du bon sens. Aussi, François. Oui, bien sûr, et en plus de ça, elle met l'accent sur la foutaise de cette réforme qui a été bricolée à la n'importe nawak, et on en a tellement parlé sur ce plateau, c'est que non seulement elle ne réglait rien, d'ailleurs elle n'a pas permis d'économie, mais en plus elle est injuste pour plein de gens. Donc là, ce soir, c'est le moment crucial, ce soir et demain, est-ce qu'on accepte de revenir sur cette réforme, de la remettre à plat et de la rediscuter pour essayer d'être plus juste? Celle de 2023, finalement, elle est mal faite et elle passe au forceps, donc voilà, le pays la rejette, c'est normal. Bérangère Dubut. Je vais être un peu à contre-courant. Je trouve qu'aujourd'hui, les retraites nous coûtent très cher dans notre dette et qu'elles sacrifient l'avenir de nos enfants et qu'on privilégie parfois nos aînés. Après, l'auditrice a totalement raison. La libérale que je suis, mais pas au sens économique, mais au sens de la liberté de l'individu, fait qu'il doit y avoir un nombre de trimestres et que chacun est libre de les faire à son rythme quand il veut, de partir. Ça me paraît la base de la liberté individuelle qui permettrait également de concilier un système qui fonctionne. Donc oui, je trouve qu'elle a assez raison de raisonner non pas en âge, mais de raisonner en années de travail effectif. Absolument.
Ouais, chacun devrait pouvoir payer sa propre retraite, surtout. Ouais, c'est intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine de Florence. Dans un instant, super David. Je vais râler là sur la liberté d'expression qu'on est en train d'attaquer dans tous les sens, mais l'air de pas y toucher, vous voyez ce que je veux dire? On prend des airs outrés parce qu'on a lu quelque chose, mais quelque part, on se prend directement à la liberté d'expression. Et là, ben écoutez, on rentre dans le rock. Voilà. On est la radio du rugby. J'aime bien quand il change de ton comme ça. Paf, on rentre dans le rock. Bam. Allez, du rugby dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table des vraies voix, des chevaliers de l'ordre du mérite. Et de la table ronde. Et de la table ronde, exactement. Des vraies voix. Oui, de l'ordre du mérite. Et de l'assiette remplie. Et de l'assiette remplie. Bien alors, entendu. donc, il y a le roi Arthur, si j'ai bien compris. Il y a toi, t'es Guenièvre. Donc, il y a Lancelot qui, évidemment, lorgne sur Guenièvre. Bien sûr. C'est quand même ça l'histoire. Hein, bon, et Guenièvre qui mange à tous les râteliers. Guenièvre, elle exagère. Elle aime plein de choses, mais elle exagère quand même Guenièvre. Et parce qu'elle qu'elle de la sorcière, maintenant. Allez, moi, je veux bien être Morgane. On est Morgane et Morgane. Plic et ploc. Ouais. Morgane, Merlin. On vous jette des sorts, en fait. Jésus, Marie, Joseph, ça vous Philippe gêne pas? Bilger, Françoise de Goa, Bérangère Dubu. Et tout de suite, pour le final, The Famous Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. C'est de nous assurer qu'on a sur ces réseaux sur lesquels des millions de Français se connectent tous les jours, des outils qui nous permettent de nous assurer que les opinions, qui seraient de fausses opinions, peuvent être sorties de la plateforme, que les propos qu'on mentionnait peuvent être... Vous avez dit quelque chose là qui, je suis sûr, fait réagir des gens qui regardent la télé, des fausses opinions. Des fausses, pardon, mais c'est terrible d'avoir dit ça. Informations. Vous comprenez pourquoi c'est terrible de dire fausses opinions? Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui est la France entière puisqu'il abrite tous ceux qui surfent plus ou moins régulièrement sur Internet. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression est à mon avis en grand danger quand on voit l'offensive qui est lancée depuis plusieurs jours, en particulier contre X, l'ex-Twitter, par nombre de membres de la classe politique. Hier, Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, appelait à interdire Twitter, tandis que dans le même temps, Clara Chiappaz, que vous venez d'entendre, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, faisait ce lapsus pour le moins surprenant, lapsus consistant à confondre fausse opinion et fausse information. Alors tout d'abord, une fausse opinion n'existe pas. On a une opinion avec laquelle on peut être ou pas d'accord, mais pour les fausses informations, qui va décider de ce qui est vrai ou faux, de ce qui peut être dit et écrit ou pas, et pourquoi pas demain, pensé ou pas. Ainsi, je lis régulièrement sur des comptes Twitter qu'un homme peut être enceinte. C'est bien évidemment faux, mais faut-il bannir ce type d'ineptie, toute personne ayant un niveau 6e en sciences naturelles, sachant que seules les femmes et femelles peuvent porter un fœtus. Il y a aussi les vérités qui deviennent des mensonges. Ainsi, pendant la pandémie de Covid, les médias répétaient à l'envi que le vaccin protégeait de la transmission. Une opinion qui vous valait censure des réseaux sociaux à l'époque si vous osiez l'écrire, mais qui est désormais acceptée comme une vérité. Ainsi donc, on a banni une vraie information en la faisant passer pour fausse. Bon courage à ceux qui vont devoir séparer le bon gain de livret à l'avenir. Enfin, quand les intérêts de l'État sont en jeu, le mensonge devient une arme et est repris par tous les médias au garde à vous, comme lors de la première guerre du Golfe, où on nous répétait que l'Irak avait la 4e armée du monde, un mensonge gros comme le mont Everest, mais repris sans aucune contradiction. En URSS, les soviétiques, qui avaient de l'humour, disaient « Si tu ne l'as pas lu dans la Pravda, tu ne le liras pas non plus dans les Izvestia », les deux seuls journaux généralistes passant à l'époque par la même commission de censure. On ne sait pas qui fera partie des commissions de censure qu'on nous promet, mais si Churchill disait « Je ne crois aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées », je crains que demain on ait droit qu'aux informations qui auront été filtrées, édulcorées, voire truquées. Vous avez raison, Philippe. Et moi, à l'époque des lois mémorielles, de la loi Guesso, j'étais contre. Et aujourd'hui, le mouvement que vous dénoncez est très juste. De plus en plus, il y a une volonté de caporaliser l'information, de supprimer précisément la liberté d'expression. C'est le droit d'avoir tort.
profondément, je le ressens comme ça. Et donc, je suis assez hostile à tous les mécanismes qui prétendent se mettre en place avec bonne foi, mais qui sont très dangereux. Bonne foi, moi je suis 100% d'accord, c'est assez rare avec Philippe. Non mais bonne foi, il n'y a aucune bonne foi, si vous voulez, dans tout ce qui est dit. Ok, c'est un lapsus, mais c'est un lapsus révélateur. Bien sûr que la canalisation d'opinion est quelque chose qui va devenir le contrepoint justement du libertarisme de Elon Musk. C'est ça qui est en train de se dresser, et il faut surtout pas aller ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut rester au milieu. Je rigole beaucoup, Sandrine Rousseau qui nous explique qu'elle va qu'elle va quitter Twitter, etc. Ça fait 5 ans, 5 fois déjà que Sandrine Rousseau dit les politiques s'interrogent, est-ce qu'on doit quitter ou pas, est-ce que tout le monde doit partir en masse ou pas. Moi je pense qu'on n'a pas à quitter Twitter, on reste sur ce réseau, on sépare le bon grain de l'ivraie. Si un type m'explique que la Terre est plate, comme vous l'avez dit très bien, il a absolument le droit. Voilà, et je dirais même que Elon Musk a même le droit de discuter avec la patronne de l'AfD sur un space vu par 208 millions d'abonnés. Mon droit à moi, c'est de ne pas le regarder. Comprenez ce que je veux dire? Bon, le reste, on s'en fout. Moi, je dis juste que les seuls pays qui ont interdit Twitter, c'est la Chine, la Russie, l'Afghanistan, le Myanmar, le Pakistan, donc des grandes démocraties. Vous avez oublié la Corée du Nord. La Corée du Nord, pardon, excusez-moi, pareil. La meilleure. La meilleure, plus sympathique. Elle s'appelle démocratique populaire. C'est ça. Donc en fait, il y a ça. J'ai juste l'impression qu'il y a une partie des gens de gauche qui d'un coup sont furieux parce qu'ils sont plus dans leur petit entre-soi. Twitter, il y a 15 ans, c'était que des journalistes, que des Parisiens, que des gens de gauche. On était sympas, on était entre nous. Et là, tu as l'impression que comme ça ouvre à tout le monde et qu'il y a d'autres avis, finalement, cet afflux de gens leur pose problème. C'est un petit peu comme la ZFE où on protège nos centres-villes des gens de province, des bouseux, des vieilles voitures. Finalement, on veut protéger Twitter de ceux qui ne penseraient pas comme on doit penser. Mais Bérangère, je suis pas du tout d'accord d'abord parce que Twitter n'a jamais été réservé à la gauche, pas du tout. Même au contraire, c'était plutôt la droite. Non. Les statistiques disent que Twitter vote à gauche, c'est les stats. Mais c'est devenu en plus de ça le relais de toutes les institutions. Moi, je veux bien que tout le monde décide d'un seul coup que c'est devenu cacaboudin. Mais tous les gouvernants. Mais peut-être c'est un cloaque. Mais tous les gouvernants communiquent maintenant sur Twitter. Mais ça fait. C'est le reflet du monde en fait. Voilà, ça fait 10 ans, 15 ans. Franchement, c'est pas plus de gauche ou de droite. Moi, je pense que Twitter, ça fait peur parce que c'est Elon Musk en réalité qui fait peur. C'est tout ce que Elon Musk porte. Bon, est-ce que si on s'en va massivement, ça va ennuyer Elon Musk? Je pense que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait le président Chirac. Sérieusement. Donc la preuve, ceux qui menacent de partir depuis des mois, ils sont toujours. Et puis vous allez où? Blue Sky, vous avez déjà essayé? Franchement, c'est à pleurer. Thread, vous allez essayer? Ben non, puisque ça appartient à Zuckerberg qui dit la même chose maintenant que Elon Musk. Il faut arrêter de réguler. Donc, écoutez, soit on fait jaillir, mais de toute façon. Et François, vous avez raison, il y a un bouton on/off. Voilà. Comme les radios, les télés, les journaux. Vous avez vu en plus de ça que vous pouvez maintenant sur X choisir qui a le droit de répondre, qui peut vous répondre, etc. C'est quand même vachement sophistiqué. Donc, laissons tomber. Voilà. Restons. On a tout dit? On a tout dit. On a tout dit. Et tout de suite, Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est l'info en plus, Félix Mathieu. Un sanglier domestiqué va-t-il risquer l'euthanasie? Le tribunal administratif de Châlons en Champagne doit se prononcer sur son sort dans les prochains jours. Riette, c'est le nom donné à cette laie apprivoisée. Sa maîtresse, éleveuse de chevaux, l'avait trouvé chez elle alors que c'était un petit marcassin il y a un peu moins de 2 ans. Ça se passe à Chaours, dans le département de l'Aube. Sauf que presque 2 ans plus tard, Riette est devenue un beau bébé de 100 kilos environ et la préfecture s'en est mêlée. Elle entend retirer le sanglier à sa maîtresse au motif que ça n'est pas un animal domestique et qu'il aurait fallu la déclarer avant de la détenir. Bonsoir Élodie Capet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors c'est vous qui avez recueilli cette laie apprivoisée dont vous avez plaidé la cause aujourd'hui avec votre avocat devant le juge administratif. Décision mise en délibéré. Riette est vaccinée, stérilisée dans un enclos. Alors qu'est-ce qu'on vous reproche finalement de l'avoir recueillie avant de la déclarer, c'est ça? En fait, il aurait fallu que je consulte un médium et que je lui demande si demain j'allais trouver Riette ou pas. Bah non, mais c'est ça le truc, c'est déclarer avant de le détenir. Non mais c'est ça. Mais j'ai la chance d'avoir un formidable avocat qui est du Sud et qui s'est défendu à la perfection. On a adopté la technique de défense la plus parfaite que l'on puisse trouver pour ce problème. On répond à toutes les conditions, que ce soit au point de vue sanitaire ou de détention. On peut rien ajouter de plus. Je ne sais pas ce qu'on va me demander, mais je comprends pas. Est-ce que
vous avez, moi j'ai l'impression qu'il y a une passion autour de Riette. J'ai l'impression que les gens quand même se mobilisent. Je me trompe pas. Et pourtant, elle n'est pas du Mans. Hein. Non, mais c'est un être vivant. Non, mais c'est un être vivant. Moi, je trouve ça absolument génial de voir la mobilisation des gens, en fait. Hein. En fait, il faut savoir qu'on a fait une marche ce samedi où des VIP sont venus, enfin des journalistes, beaucoup de monde, beaucoup de people. Aujourd'hui, je pense, c'est ce que je dis souvent, Riette est le sanglier de 400 000 autres Français. Élodie, une petite question. Vous avez réussi quelque peu à la domestiquer ou pas du tout? Oui, bien sûr, elle vit. Si vous regardez sur les réseaux, vous allez la trouver. Vous tapez Riette, elle sait s'asseoir, se coucher, donner la patte. Je l'ai élevée au même titre que mes dogs allemands. Ah oui. Elle a été élevée avec eux. Et vous n'avez pas peur parce qu'un sanglier, si ça vous charge, c'est quand même costaud. Mais pourquoi elle me chargerait? Parce qu'en fait, on a essayé de la relâcher avec des membres de son espèce, elle en a peur. Bien sûr, parce elle est vraiment apprivoisée, quoi. Bah oui, mimine. Parce qu'en fait, vous l'aviez sauvée en bas âge, quoi. C'était un marcassin errant. Elle avait 15 jours, 3 semaines à se casser. Comment elle était toute rose. Mais en revanche, Riette, vous y allez fort quand même. C'est-à-dire que vous anticipez un truc. C'est pas possible. Élodie, comment on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous soutenir déjà les pétitions, ça sert sur change.org. Il y a la plus grosse des pétitions parce qu'il y en a 4 en tout. Et puis parlez-en autour de vous. Je sais pas si vous connaissez un magistrat sympa. On en a ici, Philippe Bilger. Il est pas fort sur les animaux. Non mais Philippe, c'est Philippe. Il faut sauver Riette. Il faut sauver Riette. Chacun doit avoir une lait chez soi. Bah oui, il faut sauver Riette, moi je dis. Bon, on va mettre des trucs sur les réseaux sociaux, Élodie. Moi je vais le faire en tout cas. Je vais utiliser mon compte Twitter. On a des centaines de milliers d'abonnés. On va le faire. Échangerai Riette contre Riette du Mans volontiers. Alors là, je suis corrompu. Sois méchant, toi. Mais qu'est-ce qu'il est méchant? Vous avez vu comme il est méchant. Vous savez, c'est bien d'avoir eu Sud Radio parce que, comme dit une expression de rugby, les cochons sont dans le maïs. C'est vrai. Et là, le sanglier est dans le maïs. C'est quand la réponse? Pardonnez-moi, c'est demain le jugement? C'est quelques jours, je pense 3-4 jours. Ils vont quand même. Mais ils veulent en faire quoi en fait? Alors la dernière chose qui m'a été imposée, c'était de la placer chez quelqu'un qui se reste pour le cinéma. Donc chez moi, elle est pas bien. Par contre, apporter du fric, ça pose aucun problème. Ah ouais, c'est pas bien. Et aujourd'hui, par contre, cette personne s'est évidemment rétractée parce qu'elle a eu pas mal de problèmes avec 30 millions d'amis et d'autres associations. Donc, du coup, elle s'est retirée, évidemment. C'était une évidence. Et ben moi, je dis bravo à Élodie de l'avoir sauvée. Voilà, cette petite Riette. Brigitte s'en est pas mêlée. Comment? Brigitte ne s'en est pas mêlée. Brigitte ne s'en est pas mêlée. Brigitte Bardot. Et elle a des frères et sœurs. Ça aurait pu être Pain-Beurre ou un truc comme ça. Non, il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas de frères et sœurs. Merci Élodie, on vous embrasse très fort. On va vous faire des petits messages. On vous embrasse très très fort. On fait des messages pour Riette. Salut. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Vite, très vite. À très vite. Eh bien, très vite. Maurice Berger est un pédopsychiatre valable. Allez, Françoise de Goa. Anne qui s'est fait arnaquer en pensant qu'elle parlait à Brad Pitt, 830 000 € quand même. Allez, devons-nous arrêter de faire des enfants pour sauver notre pays? Ah, oula, la planète, vous voulez dire. Allez, dans un instant, les vraies voix. À tout de suite, les amis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Oh, chers amis, autour de cette table, dans les vraies voix, jusqu'à 19h, Philippe Bilger, Françoise de Goa, Bérangère Dubu, qui est avec nous, et Philippe David, bien entendu. Et si vous étiez là il y a quelques instants, on va tout faire pour sauver Riette. Regardez comme elle est mignonne. Allez sur les réseaux sociaux, elle est trop belle. Il faut envoyer des textos pour sauver Riette, cette lait, donc cette petite maman sanglier qui est adoptée et qui est mignonne comme tout, et on ne voudrait pas qu'elle finisse comme son prénom. Voilà, tout de suite le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Que la partie commence! Non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe David, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas. Ah bon? Le tour de table de l'actualité. J'espère que le tour de table de Philippe Bilger est très sérieux. Très sérieux. Quelle honte, ce jingle. Très sérieux. C'est toi la racaille, tout à fait. Quelle honte, ce jingle. C'est bien vos voix, non? Il l'a pas. Oui, mais j'ai l'impression que ça remonte à il y a longtemps. Mais j'avais mis le poil pubien dans un contexte philosophique. Bien sûr. Toujours, vous élevez toujours le débat, si je puis m'exprimer. Je regrette vraiment de ne pas avoir eu ça comme sujet de philo au bac. Allez, on y va, les amis.
À vous. À moi, pardon. Le pédopsychiatre, Maurice Berger. Oui, Maurice Berger, qui est connu pour être un pédopsychiatre, disons, conservateur, tout en étant savant. Il a indiqué, à propos de certains mineurs, qu'aujourd'hui, il considérait que leur situation actuelle était presque irrécupérable. C'est d'un pessimisme certain et je crois justifié. Mais ce qui me frappe, c'est de voir que maintenant on a un courant de psychologues, notamment Patrick Roger a évoqué tout à l'heure le livre d'un psychologue qui s'appelle Pleu, qui est exactement dans cette veine d'autorité éducative, qui rappelle un certain nombre de banalités, que lorsqu'on a des enfants, il faut de l'amour, mais il faut aussi de la fermeté. La normale, c'est qu'on est obligé aujourd'hui de rappeler ces règles de base parce qu'elles ne sont pas admises par une majorité. Il y va quand même à coup de bâton, Berger. Hein. Mais elle est très bonne. Mais je ne suis pas d'accord. Bon, j'entends cette nouvelle. Après Riette, le saucisson, c'est pas. N'importe quoi. Non, mais monsieur, madame pleut, on t'en fils, il pleut. Non, mais c'est un niveau, franchement. Parlez-nous du beau temps, plutôt. Non, mais je suis d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce sont des banalités je pense qu'on ne devrait pas rappeler. Oui, à un moment donné, moi, ça m'ennuie que quelqu'un puisse dire sur cette terre que quelqu'un est irrécupérable. Mais je crois que non. Et je pense qu'il y a toujours, au bout de quelque chose ou quelqu'un, je pense qu'il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui est récupérable. Voilà, c'est ma conviction en tant qu'être humain. Oui, non, mais je n'ai pas de formation scientifique ni universitaire sur la psychologie. Ma conviction en tant qu'être humain, c'est qu'il y a toujours un moment où quelqu'un peut être récupéré. Et d'ailleurs, vous êtes un grand magistrat, vous avez procédé à des réquisitions contre des grands, des grands escrocs, des grands voyous, voire des assassins et des meurtriers, en tout cas ayant commis des crimes de sang. J'en avais discuté avec vous et je suis étonné que vous défendiez ça parce que vous m'aviez dit qu'il y a aussi un moyen de rédemption, même chez les plus grands. Donc voilà. Mais ils sont très peu, ceux qui sont irrécupérables. Est-ce que vous me permettez une comparaison personnelle, Allez-y, Françoise ? je vous en prie. Quand je vous ai rencontré, je pensais que vous étiez irrécupérable. Sur le plan socialiste, et pourtant vous êtes une personne adorable, chaleureuse. On a envie de vous récupérer. Non, mais je suis d'accord. J'entends ce que vous dites. Pourtant, il y avait un pessimisme justifié. Oui, mais l'optimisme de la raison. Maintenant, il cite Gramsci, tu vois. Non, mais comme toute la droite qui a piqué Gramsci, d'ailleurs. Non, mais vous comprenez, c'est ça qui me gêne. Je pense qu'il n'existe pas quelqu'un qui soit perdu à 100%. Définitivement. Un mot là-dessus, vous êtes d'accord ? Et là, tu rigoles comme une baleine. Je pense qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, mais qu'on doit toujours croire qu'on peut les récupérer. Voilà. Donc on doit toujours y croire, et même si au fond de nous on sait que c'est peut-être pas le cas, ne jamais abandonner, je crois. Même Philippe David. Vous savez, c'est la phrase du curé d'Ars: entre le pont et l'eau, on a toujours le temps de se repentir. Et non, mais c'est vrai, c'est une phrase qui m'a toujours marqué. On a toujours le temps de changer, de se repentir. Très puissant. Françoise Degois, l'escroquerie et l'amour, c'est terrible. Une histoire complètement dingue c'est nos amis de 7 à 8 sur TF1 qui ont découvert cette histoire. Je suis absolument sidéré. L'histoire d'Anne, une femme de 53 ans, mariée à quelqu'un de très riche, qui à l'évidence n'est pas très heureuse dans son ménage et qui se fait hameçonner littéralement sur Instagram par quelqu'un qui se fait passer pour Brad Pitt. Et qui commence à entretenir une conversation. C'est d'abord la sœur de Brad Pitt qui dit en fait c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon frère, puis c'est Brad Pitt qui rentre, si vous voulez, qui rentre en scène avec des mots très puissants, avec des choses, il montre même le screenshot de son passeport, etc. Il envoie, et donc elle est vraiment persuadée pendant des années, des mois en tout cas, qu'elle parle à Brad Pitt. Il lui parle comme jamais on parle. Arrive le moment de l'argent, il veut acheter des sacs Vuitton, mais il faut payer 5 000 € de droits de douane. Il explique, tu sais, tout est bloqué avec mon divorce à cause de Angelina Jolie. Donc elle envoie l'argent. Finalement, elle divorce de son mari qui lui laisse 700 ou 800 000 €. Elle crame absolument tout parce que Brad Pitt a un cancer du rein. Il envoie des photos de lui à l'hôpital. Il dit c'est Angelina me fait passer
c'est la mort, il faut que tu m'aides, etc. Une histoire d'amour complètement incroyable, et je trouve ça très puissant, fausse évidemment, et je trouve ça très puissant que cette femme ait accepté de témoigner à cet habit pour dire comment, comment à un moment donné on peut se laisser prendre. Non, mais on peut être dans une. Moi, on est dans la déshérence. On est sentimental, on est dans une forme de solitude, et d'un seul coup, à un moment donné, on a envie d'y croire. Et vraiment, voilà, elle s'est arrivée. Sur combien d'années? 4 ou 5 ans, quand même. 4 ans. Sans jamais le voir. Ou 3 ans, sans jamais le voir, uniquement. Et à chaque fois, elle s'étonnait parce qu'il ne pouvait pas parler, parce qu'il était en tournage, etc. Et à chaque fois, les mots étaient tellement puissants, elle est tellement fort, si vous voulez, cet arnaqueur touchait directement son cœur, et donc elle y retournait à chaque fois. Donc c'est fort que la raison est totalement infirme. Hein. On ne peut. J'imagine le nombre de gens qui ont dû parler à cette femme. Mais souvenez-vous, l'arnaqueur de Tinder, vous vous souvenez, qui passait de femme en femme, qui prenait de l'argent, qui avec cet argent rencontrait une autre femme à qui il faisait plein de cadeaux, et puis finalement cette femme lui donnait de l'argent, et donc il reprenait cet argent pour aller encore avec une autre femme à qui il faisait des cadeaux. Donc comme il faisait des cadeaux, les filles se méfiaient pas, et puis il en a eu je ne sais pas combien. C'est hallucinant. C'est terrifiant, Bérangère Dubuis. En fait, terrifiant, moi c'est pas cette histoire d'amour. Ce qu'il y a, c'est que c'est des professionnels derrière, on appelle ça des brouteurs, des scammers, qui a un jeune homme de 16 ans, il y a 2 ans, qui s'est suicidé parce qu'une jeune fille lui avait fait croire qu'elle était amoureuse, il envoyait des photos de lui tout nu, et après elle a menacé de les révéler, elle a fait chanter, il s'est suicidé. Donc ça, c'est très triste, cette dame. Mais c'est la même chose, c'est les mêmes personnes qui font croire en l'amour. Elle avait un physique magnifique, un jeune garçon de 16 ans, une belle fille qui tombe amoureuse de lui. En fait, ça brise des vies, des gens ruinés. Il y a des boulangères ruinées, des retraités ruinés. Et on parlait tout à l'heure, pareil, des accords avec l'Algérie, de tout ça. 830 000 euros, elle a dépensé. Elle les avait. Mais c'est comme une boulangère qui va dépasser 100 000 euros. Il y avait une dame qui était au RSA, qui a dépensé tout ce qu'elle avait. Et c'est des réseaux qui souvent sont en Afrique, avec des adresses IP cachées. Et de nouveau, on en revient presque à ce qu'on disait sur la justice, sur la fermeté, sur les rapports avec l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait contre ces réseaux? Parce que c'est des réseaux énormes. Malgré tout, c'est des professionnels. Souvent des réseaux africains. On enverrait certaines photos dans le plus simple appareil. Je crois que ça redonnerait de la lucidité, au contraire. Des photos de qui? De Philippe David? Non, mais pas forcément. Je ne vais pas. Je me mets dans les photos nues de Philippe David plaisent. C'est intéressant ce que dit Philippe en disant qu'en la matière, la raison n'a aucune prise. D'ailleurs, sa fille témoigne en disant j'ai vu maman partir dans le ravin, et je n'ai rien pu faire dans le décor. C'est comme les sectes, c'est exactement ça. Je suis d'accord. On montrerait même sérieusement Brad Pitt à la télévision au moment même où elle fantasme sur lui, ça sert à rien. Je suis d'accord. Elle arrivera à trouver une raison pour. C'est une secte, mesdames et messieurs. Bérangère, ne faut-il pas qu'un seul enfant je n'arrive pas à lire avec mes lunettes. Donc débrouillez-vous. Qu'un seul enfant, c'est Thomas Guénolé qui l'a dit sur Sud Radio la semaine dernière. Je vous dis tout, je suis une personne âgée, ça y est, c'est fait. La semaine dernière, j'encourage les jeunes à ne faire qu'un seul enfant. Dans les pays riches, c'est le seul moyen d'empêcher un grand effondrement écologique. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un cri d'amour à la famille. Cette phrase, alors oui, les parents de Thomas Guénolé, je pense, auraient même pas dû faire d'enfant du tout. On aurait tous gagné beaucoup de temps, parce que j'aurais pas à commenter cette ineptie. C'est votre avis? C'est mon avis, on est d'accord. Mais la réalité, faut-il faire qu'un seul excessif, enfant quand même. Et la question des enfants, un pays... Alors, des gens qui ont voulu faire qu'un seul enfant, ça existe, c'est la Chine communiste, avec l'enfant unique. Et on sait ce que ça a donné. Un pays qui n'aime pas ses enfants, son avenir est un pays qui meurt, c'est un pays qui se suicide. Notre avenir, c'est nos enfants. 25% des jeunes au lycée ont déjà eu des pensées suicidaires. Et je pense que c'est à cause de gens comme Thomas Guénolé qu'on dit aujourd'hui à nos jeunes qu'il ne faut pas faire d'enfants parce que ça pollue, que l'amour ne marche pas, que tout mariage est voué au divorce, qu'ils n'auront pas de travail, qu'ils n'auront pas de retraite, qu'ils n'auront pas d'avenir, qu'ils vont tous crever. Ça fait des dépressifs. Donc moi, j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui qui m'écoutent, vous savez quoi? Oui, les enfants, ça coûte cher et très cher. Oui, ça fatigue. Oui, ça fait pleurer. Oui, ça freine les carrières. Oui, c'est compliqué. Mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. J'aimerais leur dire qu'on peut rencontrer un garçon en boîte de nuit à 19 ans, pensant que c'est que pour la soirée, et 25 ans après, être encore marié, être pleinement heureuse. Et c'est mon cas. J'aime mon mari depuis 25 ans. J'ai 4 enfants et il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir tous les matins ma fille qui me réveille. Comme on a le droit de ne pas avoir d'enfants. La seule chose, c'est que c'est mon corps, mon choix. Pas lutter
virus, pas d'opinion. Et il n'y a que les femmes, ou les hommes, les gens, on doit prendre cette décision pour nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, et en aucun cas la prendre, parce qu'aujourd'hui, on a des commissaires politiques qui nous disent ça. Donc je dis à la jeunesse, croyez en l'avenir. Voilà, c'est passionnant ce que vous avez dit, Bérangère. D'une part, je vous rejoins totalement. Merci, Deuxième Philippe. élément, il en a 6. on a le droit, Françoise, évidemment, de ne pas en avoir. Troisième élément, mais ça, sur le fond, je suis frappé de voir à quel point une génération d'aujourd'hui est sensible à des entraves que nous-mêmes, au moment de faire des enfants, on n'imaginait pas. Jamais je n'aurais eu l'idée saugrenue au moment de faire des enfants, dire le monde est terrible, la planète va mourir. Parce que c'est une réalité qui imprègne cette génération, tout simplement. Merci beaucoup les amis. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, François Bayrou qui a rencontré aujourd'hui les syndicats agricoles à la veille de sa déclaration politique générale. Alors parlons vrai. François Bayrou étant fils d'agriculteur, est-il l'homme de la situation? Et à cette question, rencontre Bayrou syndicats agricoles, y a-t-il une sortie de crise possible avec les agriculteurs? Vous dites non à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et très rapidement, Patrick Bénézy est avec nous, vice-président de la FNSEA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Petite question longue, mais une réponse courte. Reconnaître l'agriculture comme intérêt général majeur de la nation, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle va être tenue selon vous? Eh bien, on espère en tout cas, c'est ce que les agriculteurs attendent. Ça et beaucoup d'autres choses. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez bien entendu commenter ce débat. On vous accueille avec grand plaisir jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous accueillir comme tous les jours dans la maison Sud Radio avec Philippe Bilger autour de cette table, Françoise de Gois, Bérangère Dubu, chef d'entreprise et dirigeante de l'IUC, le syndicat des courtiers en crédit. Voilà, ça va Bérangère? L'UIC, le syndicat national des courtiers en crédit. C'est beau. Je mets dans le bon sens. Pourquoi j'ai dit quoi? IUC, je crois. Mais c'est ce qui a marqué. C'est UIC. Ah ben Union des intermédiaires de crédit. Et ben voilà, on m'a induite en erreur. Ouais, on m'a enduite. Je me permets de corriger. Oui, non, mais vous avez bien fait. De toute façon, et si vous passez votre temps à corriger ce que je dis, vous en avez pour des jours. Ne dites rien. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À un moment donné, il faut faire péter la cocotte minute parce que sinon, les agriculteurs ne vont pas s'en relever. Il n'y a pas de menace, il y a une forme de cri de détresse, il y a une alarme qui est activée. Nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. On leur impose de mettre 4% de leurs terres en jachère, alors que l'Ukraine nous importe des denrées dans des proportions que nous n'avons jamais vues. Si on veut être les plus beaux du monde, les plus verts du monde, et qu'on apporte notre nourriture de l'étranger, ça n'aura absolument aucun intérêt. Et c'est au président de la République de le faire, parce que le ministre, depuis des mois, se débat avec cette mesure, sans résultat. Le Premier ministre recevait donc les syndicats agricoles aujourd'hui, rencontre à fort enjeu après un an de colère et à la veille de sa déclaration de politique générale, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que vous craignez une nouvelle crise agricole pile un an après la précédente? Et à cette question, rencontre Bayrou, syndicats agricoles, y a-t-il une sortie de crise possible avec les agriculteurs? Vous dites non à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va voir si notre invité est un peu plus optimiste. Patrick Bénézy est avec nous, vice-président de la FNSEA. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Philippe Bilger. En fait, ce qui est constant, c'est les doléances et les attentes et parfois même le désespoir des agriculteurs. Deuxième élément, ils en ont assez, si vous m'autorisez une familiarité, d'être baladés entre guillemets avec des promesses, des engagements qui ne sont pas réellement tenus, alors que je croyais l'inverse il y a quelques jours et nous avions eu un représentant agricole qui était venu nous dire qu'en réalité rien n'avait été fait. Troisième et dernière observation, au fond, j'espère presque que François Bayrou, qui les a reçus, va tenir les promesses de Gabriel Attal faites dans ce, vous rappelez, sur ces bottes de paille. En tout cas, on ne peut plus les décevoir. Ouais. Françoise de Gois. Bon, c'est vrai que je pense que le profil de Bayrou est quand même déjà un plus. Éric Michel Barnier a négocié à Bruxelles, mais Bayrou, c'est un vrai paysan. Et d'ailleurs, il se définit lui-même, il élève des chevaux, son père Calixte, des chevaux.
Calixte, son père est mort sur un tracteur, je crois que c'est une charrette de foin. Donc quand il était jeune, il est devenu soutien de famille. Donc il sait ce que souffrir veut dire, François Bayrou. Il sait ce qu'est l'agriculture. Après, est-ce que ça suffit ? Je ne sais pas. C'est ça le problème, c'est que les agriculteurs ont pas besoin, ils ont besoin de symboles. C'est-à-dire que si on en fait la grande cause nationale, le grand combat national, c'est une chose. Mais c'est très important pour la reconnaissance, pour le sentiment de respect qu'on peut avoir par rapport à soi-même. Mais les agriculteurs savent déjà qu'ils sont aimés et adorés des Français. Les Français adorent les agriculteurs, quels qu'ils soient. Et le deuxième point, c'est que au-delà du symbole, il faut que demain, dans le discours de politique générale, Bayrou annonce des choses concrète. Comment on fait sur la valeur des produits agricoles? Comment on fait pour que cette valeur soit augmentée par rapport à la transformation et à la vente en grande distribution? Mais les aimer, c'est un fait. Ce qu'il faut, c'est les respecter. C'est ça. Aimer, c'est agir, disait Victor Hugo. C'est un sujet qui me touche et que je connais. Je suis petite fille de paysan, je suis nièce de paysan, je suis fille de forestière. Il y a deux choses. Ce que veulent nos agriculteurs, et je pense que vous allez me donner raison, c'est moins de réglementation et moins de contrôle des agriculteurs. Ils demandent au moins d'être logés à la même enseigne que les autres pays européens et qu'on arrête de les fliquer. Autre chose quand même, il y a aujourd'hui la forêt. La gestion forestière vient de passer du ministère de l'Agriculture au ministère de l'Écologie. Et ça aussi, c'est un très mauvais signal qui a été fait pour tous les forestiers, puisque le ministère de l'Écologie tend à supprimer la forêt privée des petits propriétaires. Donc j'espère que François Bayrou va être à la hauteur de l'enjeu, parce que s'il y a bien un combat qui est essentiel, je parlais de la famille tout à l'heure, après la famille, c'est quoi? C'est pouvoir nous nourrir, c'est être autonome et c'est nos paysans. Donc je leur apporte tout mon soutien et j'espère surtout qu'on va leur laisser la parole à eux, puisque c'est comme tout en fait, c'est toujours les concernés qui savent mieux ce dont ils ont besoin. Écoutons nos paysans, écoutons nos agriculteurs. Juste sur la forêt, Patrick. Je rappelle que c'est François Bayrou qui a demandé le périmètre. Moi aussi j'ai bien vu le switch, donc ça veut dire que François Bayrou, il accepte l'idée de la forêt à l'écologie. La forêt à l'écologie de Bayrou est un mauvais signal pour moi. J'espère qu'il va être meilleur avec les agriculteurs que ce qu'il a été pour les sylviculteurs. Allez, on y va. Patrick Bénézy, parce que c'est vous qu'on a envie d'entraîner aussi, vice-président de la FNSEA. Vous étiez ce matin avec le Premier ministre. D'abord, qu'est-ce qui s'est dit et quelles sont vos attentes et quels sont vos espoirs surtout? Eh bien, on a réitéré l'ensemble des engagements, en tout cas, qui nous avaient été faits l'hiver dernier, puisque ça fait 1 an que les choses se sont passées, qu'elles ont explosé en tout cas, et que nous avons pu mettre sur la table l'ensemble de nos attentes, alors que ce soit sur le plan fiscal, et effectivement, on lui a reparlé de la nécessité d'avoir un budget tel que le gouvernement précédent l'avait préparé, où on a quand même 400 millions d'euros, ça va des retraites agricoles jusqu'à un certain nombre de déductions fiscales, d'ailleurs, qui étaient très adaptées à nos systèmes, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la gestion des risques climatiques ou sanitaires. Donc des sujets sur lesquels nous attendons une loi de finances, c'est-à-dire le fait qu'il y ait censure automatique des gouvernements ne nous arrange pas par rapport à cela. Et sur le plan de ce budget, en tout cas, nous attendons qu'il y ait un budget rapidement voté et qui prenne en compte tous les engagements qui nous avaient été faits, bien évidemment, et qui étaient en bonne voie avec le gouvernement précédent. Et il y a également le sujet du prix, vous l'avez évoqué, hein, nous attendons aussi une loi qui aille plus loin que les Egalim, qui reconduisent certaines choses autour des promotions, autour des indicateurs de coûts de production aussi. Et là, pareil, il faut absolument légiférer sur cette partie-là. Donc ça, c'est des lois, hein, il faut des lois. Par rapport aux contraintes également, il y a une PPL à l'étude, il faut qu'elle passe. Donc sur le volet législatif, nous avons besoin de parlementaires qui votent effectivement ce qui a été engagé. Et puis, il n'y a pas que le volet législatif, il y a des choses qui peuvent être faites avec des décrets, des arrêtés. On pense notamment à certaines normes, notamment certaines contraintes qu'il y a sur les élevages, ou bien améliorer certaines dispositions, notamment par rapport à la gestion des risques pour reconnaître les pertes, les sécheresses, les inondations, notamment sur prairies. Ça, il n'y a pas besoin de loi. Le ministre peut le faire, le gouvernement peut le faire avec des décrets et des ordonnances. Et puis on a rappelé également tous les aspects, les dossiers européens. Alors, c'est très lié avec les prix, hein, c'est-à-dire qu'on parle du Mercosur. Bien évidemment, il faut affirmer le veto français sur ce type d'accord, malgré les engagements pris par la présidente van der Leyen au niveau
au niveau européen vis-à-vis de ces pays qui nous concurrencent de manière extrêmement déloyale. Donc on attend que la France travaille au niveau européen pour nous éviter d'être en concurrence déloyale, où on se rend compte que peu à peu l'agriculture française et européenne d'ailleurs est grignotée au profit des autres continents. Et alors là, tout le monde s'assoit sur les considérations environnementales sur ces sujets. Philippe Bilger. J'ai parfois l'impression que, alors que vous êtes soutenu par une majorité de Français, comme le disait Cécile, la cause agricole, par quelques représentants que ce soit, elle est très estimée par les Français, mais j'ai parfois l'impression que, comment dirais-je, vous n'êtes pas très sévère lorsque les promesses ne sont pas tenues. Est-ce qu'au fond, cette fois-ci, vous allez être très vigilant sur ce plan qui est capital? Ils n'ont plus le choix. Et on l'a toujours été, mais effectivement, le fait qu'il y ait une censure, notamment par rapport à certains aspects législatifs, on l'a beaucoup dénoncé par rapport à cela. On peut comprendre d'ailleurs tous les débats politiques qu'il peut y avoir dans ce pays. C'est pas le sujet. C'est que juste à un moment donné, il nous faut des lois. Il nous faut un projet de loi de finances qui aboutisse. Il nous faut une loi sur les prix qui aille plus loin. Et ces sujets-là, ça suppose qu'il faut que les parlementaires, à un moment donné, puissent avancer, quelles que soient les couleurs politiques, et puissent valider un budget ou d'autres lois qui allègent les charges ou qui vont dans le sens du prix, qui puissent aller dans le sens du prix. Donc valeur aujourd'hui, l'échéancier, on en a donné un, c'est le salon de l'agriculture. Voilà. C'est ça. Ce matin. Donc c'est normal. C'est quand même un an après. Donc effectivement, on attend de ce nouveau gouvernement que les choses aient avancé d'ici le salon de l'agriculture, et bien évidemment que les parlementaires de tous bords puissent être en soutien sur certains sujets qui de toute façon nous sont plus que nécessaires, puisque sur certaines parties, de toute façon, il faut qu'il y ait ça y va de votre survie en tout cas. Pour aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci Patrick Bénézy d'avoir été avec nous, vice-président de la FNSEA. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Quand vous avez besoin de nous, vous nous appelez. On sera là. Merci beaucoup. Vous pourrez transmettre à vos collègues et bien entendu notre soutien absolu. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Bérangère Dubu. Merci. Dans un instant, on va parler citoyenneté parce que c'est aussi de l'engagement. Absolument. On va recevoir des belles associations, notamment PEPS Policiers en détresse, pour les policiers qui sont en détresse, et certains, il y en a encore un qui a mis fin à ses jours. Et ensuite, on parlera de l'association Cité Star qui vient en aide des jeunes dans les endroits défavorisés. Et on se retrouve demain pour Les Vraies Voix à partir de 17h avec Philippe David et notre équipe formidable. Passez une très belle soirée et je vous laisse avec Philippe David dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.